Bonjour, donc corrigé du quiz numéro 5 portant sur plusieurs compétences. Donc j'espère que vous avez eu le temps de le faire. Alors, question numéro 1. Sur une carte routière, un segment de 10 cm représente une longueur de 25 km dans la réalité. Quelle est l'échelle de cette carte? Donc rappel rapide. Donc lorsqu'un plan est réalisé à l'échelle, les dimensions du dessin et les dimensions réelles de l'objet représentées bien sûr sont proportionnelles. Il faut savoir que l'échelle s'écrit sous forme d'une fraction. Donc l'échelle sous forme fractionnaire est le quotient d'une longueur sur le dessin par la longueur réelle correspondante exprimée bien sûr toutes les deux dans la même unité. Alors ici, nous avons sur une carte routière un segment de 10 cm représente une longueur de 25 km dans la réalité. Donc on va choisir comme unité le centimètre. Donc au numérateur, on va avoir 10 cm. Au dénominateur, on va donc convertir 25 km en centimètres, qui va donner d'abord 25 000 mètres. Donc 25 000 mètres, auquel on va rajouter 2 zéros. Donc le rapport entre... On va donc choisir comme unité le centimètre. Donc au numérateur, on aura 10 cm. Au dénominateur, on aura 25 km que l'on va convertir en centimètres. Donc 25 km d'abord en mètres, ça me fait donc 25 000 mètres. Et 25 000 mètres en centimètres, ça fait 2 500 000 centimètres. On simplifie par 10, ce qui me fait 1 sur 250 000. Donc, la bonne réponse est donc la question, la réponse B, 1 sur 250 000. Très bien, donc, pardon. Question numéro 2. On mélange un liquide L40 contenant 40% d'alcool et un liquide L10 contenant 10% d'alcool pour obtenir un litre de liquide contenant 20% d'alcool. Les volumes en litres de L40 et L10 sont, et bien sûr, on doit choisir parmi ces réponses. Donc, je vais essayer de poser un petit système donc de deux équations à deux inconnues. Je vais donc prendre, je vais dire soit X, donc le volume, soit X, le volume du liquide, donc L40 contenant 40% d'alcool, et Y, le volume de L10 contenant 10% d'alcool. Et bien sûr, X plus Y est bien sûr égal à 1 litre, puisqu'on travaille 1 litre de liquide. Donc X plus Y égale à 1. Donc si j'ai donc 40% d'alcool de L40, j'aurai donc 0,4x plus 0,1y. Et bien sûr, ça me donne 20% d'alcool donc pour le liquide mélangé. Donc le mélange, c'est tout simplement, donc ça fait 0,2 fois x plus y. Donc il ne me reste plus qu'à résoudre ce système de deux équations à deux inconnues. Donc là, je vois très bien que je peux tout réduire. Donc ça me donne x plus y égale à 1. Donc là, je multiplie par 10, ce qui va plus vite. Ça fait donc x, 4x plus y égale 2x plus 2y, puisque j'ai multiplié par 10. Ce qui me donne un système équivalent à x plus y égale 1. Alors j'ai 4x moins 2x, ça fait 2x. Et j'ai y que je passe de l'autre côté, donc 2y moins y, ça fait tout simplement y. Donc j'ai y égale 2x et x plus y égale 1. Je vais remplacer y par sa valeur dans la première égalité, ce qui me fait x
plus 2x égale à 1, soit 3x égale à 1, d'où x égale à 1/3 de litre. Donc le volume de L40 est de 1/3 de litre. Et bien sûr, comme y est le double de x, donc y égale 2x, on en déduit y égale 2/3 de litre. Ce qui veut dire que la bonne réponse, normalement, c'est la réponse donc B. La bonne réponse est la réponse B pour la question 2. Voilà. Très bien, donc question numéro 3. Dans une ville, lors d'une élection, 3 listes sont en présence, donc grand A, grand B, grand C. Les résultats en nombre de voix et pourcentage des exprimés figurent dans le tableau ci-dessous, etc. Donc voilà la liste A, la liste C, la liste B représente 25%. Donc parmi les réponses suivantes, laquelle est la bonne? A priori c'est la réponse B, et on va essayer d'expliquer pourquoi. Donc vous avez compris que la liste B compte 25% des suffrages. Ce qui veut dire que la somme liste A et liste C compte 75%. Donc si on fait un petit tableau donc de proportionnalité, dans lequel effectivement j'ai quoi? Dans lequel j'ai donc la liste A, la liste B, on a dit 7884. Ok, donc cette liste-là recueille 75% des suffrages. Et ici, bien sûr, je vais prendre la population, donc la liste totale. Je vais dire le total grand T, qui représente bien sûr 100%. Donc là, bien sûr, je vais prendre 75%, je vais le ramener à 0,75. Et 100%, je vais le ramener à l'unité. Et je fais le fameux produit en croix. Donc 0,75t est tout simplement égal 0,75t est égal à 7884. 7884, d'où le nombre de votants au total est tout simplement de 7884 divisé par 0,75. Et donc, en faisant cette division, je crois qu'on obtient 10 512. Donc ça, c'est le total 10 512. Alors bien sûr, par soustraction, on peut dire que donc le nombre de votants pour la liste C, c'est 10 512 moins 7884, ce qui va me donner quelque chose qui ressemble à, on va l'écrire en rouge, donc 2628. Bien sûr 2628 que j'aurais pu aussi obtenir directement grâce à un tableau de proportionnalité. J'aurais pu faire 7884, bien sûr, représente 75% de la population. La liste C, que je connais pas, la liste C que j'appelle grand C, représente 25% de la population. Et vous faites le produit en croix. 0,75, C égale 0,25 fois 7884, d'où C égale donc 0,25 que multiplie 7884, le tout divisé par 0,75.
Donc en réalité, il suffit de diviser 7884 par 3. Alors, il faut compléter, donc, que représente la liste A, la liste B. Alors, la question, c'est la liste C. Donc, le pourcentage de votants pour la liste C, c'est 5522. D'accord? 5000. Je vais effacer. Donc, 5522 divisé par l'effectif total, c'est-à-dire 10 512. Donc j'obtiens quoi? J'obtiens 5 522 divisé par 10 512. Bien entendu, le tout multiplié par 100. Ce qui me donne, en arrondissant, je pense, un résultat égal. Alors, un résultat égal donc, ouais, à 52,53. Donc ici, en pourcentage, j'aurai 52,53. Alors bien sûr, ça ne tombe pas tout à fait juste. Je peux aussi refaire 2362 divisé par 10 512 multiplié par 100. Mais pour que ça fasse pile 100%, donc je n'ai qu'à faire donc 77,53 moins 100,53, ce qui donne du 22,47%. Bien entendu, si on fait 2362 divisé par l'effectif total 10 512, on obtient 22,469. En arrondissant, ça fait bien 22,47. Donc la bonne réponse, c'est la réponse B. Très bien, donc cette question numéro 4. Dans un scrutin uninominal à 2 tours, le code électoral précise que seuls peuvent accéder au second tour les candidats qui ont obtenu un nombre de voix au moins égal à 12,5% du nombre des inscrits. Alors, lors d'une élection, il y a 6 candidats pour 8000 inscrits et au premier tour, 24% d'abstention et 85 bulletins blancs ou nuls. Alors, il se peut qu'aucun candidat ne puisse accéder au second tour. Alors, on va déjà voir le nombre de bulletins exprimés. Alors, 8000 inscrits, 24% d'abstention, donc un taux de participation de 76%. Donc, on votait 8000, d'accord, que multiplie 0,76. Ça, c'est les suffrages exprimés. À ça, bien entendu, puisque on veut voir les bulletins réels, à ça, on va supprimer donc là, c'est le nombre de suffrages exprimés. À ça, on va éliminer 85 bulletins blancs. Donc, il va rester effectivement 5995 personnes qui ont voté pour un des 6 candidats. D'accord? Donc, 5995. Question. Que représente 12,5% du nombre d'inscrits, des inscrits? Donc, c'est 8000 que multiplie 0,125. Alors, 8000 que multiplie 0,125, je ne me rappelle pas très bien, donc 0,125, c'est, alors, 12, pardon. Alors, donc ça c'est, il faut au minimum 1000 votes.
pour que le candidat, puisse accéder donc au second tour. Donc là, nous avons 5900. Vous avez remarqué que j'ai la voix enrouée. Excusez-moi, je vais y arriver. Alors donc 5995, ce qu'on va faire. Est-ce que vous êtes d'accord, puisqu'il y a 6 candidats, donc on peut les répartir ainsi. On va donc effectuer, si on effectue la division euclidienne de 5995 par 6, on va obtenir 5995 est tout simplement égal à 5 fois 999 plus 1000. En réalité, pourquoi j'ai fait ça? Puisque il y a 6 candidats, vous êtes d'accord, il y a 6 candidats. Donc là, j'ai 5995 bulletins donc exprimés, donc qui ont voté pour un des 6. Donc si je fais 5995 divisé par 6, j'obtiens 99, effectivement, 166,7. Autrement dit, si je me fie aux virgules, je peux considérer que cette affirmation est vraie. Mais on ne peut pas avoir 999,167. Donc, on peut avoir 5 fois 999 plus 1000. Par conséquent, la situation la plus serrée, c'est celle-ci. Et forcément, un des candidats a dégagé le minimum requis, soit 12,5% du nombre d'inscrits. Donc, il se peut qu'aucun des deux candidats ne puisse accéder au second tour, est une affirmation qui est fausse. Voilà. Très bien, donc question numéro 5. Ce pays est habité par 3 ethnies différentes, grand A, grand B, grand C. Donc j'ai oublié d'indiquer cette phrase dans le quiz. Donc un tremblement de terre vient de décimer 7000 personnes dans ce pays, dont 3220 pour l'ethnie A. Question, la population de ce pays après le tremblement de terre est de donc 12 000, 13 000, 14 000, 15 000. Donc on va dire tout simplement soit X la population donc avant le tremblement de terre et Y la population après le tremblement de terre. Forcément, puisque le tremblement de terre vient de décimer 7000 personnes, donc Y est tout simplement égal à X moins 7000. Donc Y égale à X moins 7000. Alors, regardez bien. Donc ici, l'ethnie A, elle a donc elle a perdu 3220 personnes. Donc l'ethnie A représentait combien? 0,5x. Et avant tremblement de terre. Et l'ethnie A représente ici 0,52y. Bien entendu, de là à là, on a perdu combien? 3220. Alors je vous propose de poser donc un système de deux équations à deux inconnus. Ma première équation, donc c'est y égale à x moins 7000. Ou bien si vous préférez x égale y plus 7000, puisque je cherche y. Et on me dit que
l'ethnie A a perdu 3220. C'est-à-dire que si je fais 0,5x, ça c'est la population au départ. Bien sûr, moins 3220. J'obtiens la population après tremblement de terre, soit 0,52y. D'accord? 0,52y. Alors, on va faire nos calculs. On va donc avoir un système qui va se présenter tout simplement, plus simplement comme ceci. Première équation, x égale y plus 7000. Ici, je vais remplacer x par sa valeur. Ça me fait donc 0,52y est égal à 0,5x, soit 0,5x. Donc 0,5 que multiplie y plus 7000. Bien entendu, alors j'ai pas de place, moins 3220. Donc moins 3220. Alors je développe tout ceci, ce qui me fait 0,52. Alors, je vais reprendre peut-être ici. Alors, je vais reprendre ici. 0,52y moins 0,5y égale, alors 0,5 fois 7000, ça fait 3500. Alors 3500 moins, je pourrais le faire de tête, mais bon, 3220, ça fait 280. Donc égale 280. Soit 0,02y égale 280. Et j'en déduis que y est tout simplement égal à 280 sur 0,2, soit 14 000. Et donc la bonne réponse, c'est effectivement la réponse C. Voilà. Très bien, donc question numéro 6. Soit petit x un nombre réel vérifiant, x compris entre 0 et 3. Soit ABCD 1 carré de côté 8, soit I le point du côté AB. Donc là, on ne voit pas très bien. Donc là, c'est le point I. Ok, point I du côté AB. Et donc, L le milieu de AB. L le milieu de AB. Donc, M est le point du segment LD qui admet le point I comme projection orthogonale. Donc, on trace bien sûr la droite LD. Et ensuite, le point M, il est là. Et puis, le point K est le projeté orthogonal de M sur AD. Alors, on se propose d'étudier l'aire du triangle A, donc A, K, I. Bon, l'aire du triangle AKI est tout simplement égale, l'aire du triangle AKI est tout simplement égale, R de AKI égale à IA que multiplie AK divisé par 2. Donc base fois la hauteur divisé par 2, puisqu'ici vous avez compris, là j'ai bien un angle droit. Très bien. Alors la question est la suivante. L'aire du triangle AKI en fonction de x est tout simplement égal à c'est A de x égale à 4 moins
x moins 2 au carré. Alors, bien sûr, ici, j'aurais pu prolonger la question et déterminer quelle valeur de x pour quelle valeur de x pour quelle position du point I. A de x, l'aire A de x est-elle maximale? Bon, là, j'ai anticipé sur la réponse. Donc, en disant ça, ça voudrait dire que cette réponse est vraie. Bon, ce qui est effectivement le cas. Alors, on va essayer de le montrer. Alors, ici, la réponse n'est pas forcément évidente. Alors là, je vais quand même rédiger ma réponse. Donc là, vous voyez ici, LD, la droite LD et AD sont bien sûr séquentes. Et les droites MK et LA sont parallèles. Donc c'est ce que j'appelle une configuration de Thalès. Alors voilà comment je vais rédiger. Je vais rédiger comme ceci. Donc il faut quand même commencer à bien rédiger vos réponses. Vous dites, je le dis oralement, hein, les droites DL et DA sont séquentes en D. Les droites DL et DA sont séquentes en D. Les droites MK et LA sont parallèles. Pourquoi les droites MK et LA sont parallèles? Car elles sont perpendiculaires à une même troisième, c'est-à-dire la droite AD. Donc je répète, la droite MK et la droite LA sont parallèles car perpendiculaires à une même troisième droite AD. Alors, je répète, la droite, comme la droite, les droites DL et DA sont séquentes en D, et que les droites MK et LA sont parallèles. Alors, d'après le théorème de Thalès, je peux écrire que DK sur DA est tout simplement égal, alors bien sûr, à DM sur ML, DM sur, bon je l'écris, DM sur ML, mais je n'en ai pas vraiment besoin, égal, attention, égal à KM sur, bien sûr, KM sur AL. Alors ici, bien sûr, DA, ici, DM, vous avez compris, DM sur DL. Sinon, j'ai un problème. Hein? DM sur DL. Et donc sur AL. Donc, DK sur DA. Alors, DK, c'est combien? DK, c'est tout simplement, 8 moins X. DK, c'est 8. Qu'est-ce que je raconte? DK, c'est 8 moins, DK, c'est 8 moins AK. DK, c'est 8 moins AK. Sur DA, qui est égal à 8, égal. Alors, est-ce qu'on est d'accord que KM, que le quadrilatère IAKM est un rectangle? Donc, KM est tout simplement égal à IA, soit à X. Donc, KM, c'est X. Sur AL, rappelez-vous, AL, le point L est milieu de AB. Par conséquent, la mesure de la longueur de AL est de 4 cm. Donc ici, X sur 4. Ce qui me donne 8 moins AK égale à 2x. J'ai réduit au même dénominateur. Donc ici, j'ai 2x sur 8
et ensuite j'ai simplifié par 8, ce qui me donne 8 moins AK égale 2x. Donc, ce qui veut dire que AK est tout simplement égal à 8 moins 2x. AK est égal à 8 moins 2x. Je sais que AK égale 8 moins 2x. Je sais que IA égale x. Je n'ai plus qu'à remplacer. Alors ça me donne, alors si on efface tout ça, donc l'aire de notre triangle est tout simplement égal à AK, à IA, pardon, x que multiplie AK, 8 moins 2x, et le tout divisé par 2. On simplifie par 2, ce qui me donne x facteur de 4 moins x. Je développe, ce qui fait moins x au carré plus 4x. Alors là, je ne vais pas vous embêter encore. Je peux bien sûr m'amuser à chercher, à décomposer, chercher la forme canonique de cette expression pour arriver à ça. Mais je vais faire plus simplement. Je vais plutôt développer cette expression et la comparer à celle-ci. Donc si je développe a de x égale, ça me donne quoi? 4 moins a moins b au carré, a carré, moins 2ab, donc 2x fois 2, 4x, plus 4. Alors attention, il y a un signe moins, ce qui fait moins x carré, plus 4x, et moins 4. Moins 4 plus 4 s'annule, et vous retrouvez bien la même expression. Par conséquent, la réponse est vraie. Alors encore une fois, je disais précédemment que cette question, on aurait pu la prolonger et dire pour quelle valeur de x, l'aire de ce triangle AKI est-elle maximale? Donc là, je ne reviens pas sur, j'ai développé ça plusieurs fois, mais vous remarquerez tout simplement très rapidement que x moins 2 est un carré. Un carré est toujours positif. Moins x moins 2 au carré est forcément négatif. Et donc ici vous avez 4 moins x moins 2 au carré est inférieur ou égal à 4. Donc ici, vous comprendrez très bien que a de 2, vous voyez, a de 2 égale à 4. Donc là, c'est a de x. Je viens d'établir que a de x pour tout x, a de x est plus petit ou égal à a de 2. D'accord? Donc, la fonction a admet un maximum égal à 4 pour x égale à 2. Autrement dit, l'aire de ce triangle AKI est maximale lorsque i est tout simplement égal à 2. Donc ça, c'était le bonus. Question 7. Toto additionne deux nombres entiers avec la méthode habituelle et on trouve, ou il trouve, 499 sans faire d'erreur. Combien de retenues a-t-il effectué? Bah, vous avez très bien, donc là c'est très rapide, hein, pour que ça fasse 9, là il y a eu 0 retenue, puisque le maximum quand vous additionnez pour qu'il y ait une retenue, il faut dépasser 10. Si vous prenez 9 plus 9, ça fait 18. Donc voilà, donc le maximum possible pour qu'il y ait une retenue, c'est un 8. Donc ici, pareil, un 9. Par conséquent, on peut considérer que il y a eu 0 retenue. Donc la bonne réponse est la réponse A.
Question numéro 8. Combien le nombre 72,4116 que multiplie 10 à la puissance 28 possède-t-il de chiffres? Bon, c'est très facile. Donc ici, forcément, vous avez, comment dirais-je, les 2, 4, donc 6 chiffres, n'est-ce pas? Ben, si vous déplacez la virgule forcément vers la droite, ça vous fera 72, 41, 16, c'est-à-dire 724 116, que multiplie 10 exposants, donc vous l'avez déplacé de 4 rangs, donc ça fait ici exposant 24, d'accord? Exposant 24. Autrement dit, vous avez ici 2, 4, 6 chiffres, et vous rajoutez 24 zéros. Donc la bonne réponse est la réponse C. Autrement dit, c'est 724 116 suivi de 24 zéros. Donc 6 plus 24 égale 30. Donc la bonne réponse est la réponse C. Question 9. 97 exposant 26 s'écrit avec au moins 55 chiffres. Bah, le plus simple, je pense que vous avez compris, le plus simple est de majorer 97 et d'exprimer en puissance de 10. Donc 97, je vais le majorer. Essayons de prendre 100 exposant 26. Mais vous savez que 100, c'est tout simplement 10 au carré. Donc ça fait 10 au carré, le tout exposant 26. On fait puissance d'une puissance, on fait donc le produit des puissances, ce qui fait 10 exposant 52. Et qu'est-ce que ça veut dire 10 exposant 52? Ça veut dire 1 suivi de 52 zéros. Donc ce qui veut dire, si vous avez 52 zéros, c'est que ce nombre-là comporte exactement 53 chiffres. Si ce nombre-là que j'ai majoré comporte 53 chiffres, il est clair que celui-là qui est inférieur aura moins de 53 chiffres. Donc la réponse 97 exposant 26 s'écrit avec au moins 55 chiffres. Cette réponse, bien sûr, elle est fausse. Donc là, la bonne réponse est la B. Question numéro 10, donc il y a une opération, donc une multiplication puis une soustraction, mais en bas 5, donc 3, 4, bas 5 fois 4, 3, bas 5, moins 3, 1, 4, bas 5 est égal à, donc les réponses, elles sont là. On va donc effectuer notre multiplication. Donc on va la poser. Alors, attention, on est en bas 5, il faut faire attention. Donc je vais écrire 3, 4, que multiplie 4, 3. Alors, je fais mon opération normalement. Je dis 3 fois 4, 12. Donc, 12, qu'est-ce que c'est en base 5? C'est 2 fois 5, donc c'est 2. Il reste 2 fois 5, 10, 2. Donc, voilà, 12 en base 5, c'est 2, 2. Donc, je pose 2 et je retiens 2. 3 fois 3, 9. 9 et 2, 11. 11, qu'est-ce que c'est en base 5? 11, c'est 2, 1, base 5. Parce que 2 fois 5, 10. Donc, j'écris tout simplement 2A. Je fais 4 fois 4, 16. 16, c'est quoi? C'est 3 fois 15, plus 1. Donc, c'est 30, 3, 1, bas 5. Ça, c'est 16. Donc, je pose 1 et je retiens 3. Et je dis 4 fois 3, 12. 12 et 3, 15. 15, qu'est-ce que c'est en base 5? 15, c'est tout simplement 3, 0, base 5. Donc, je pose 3, 0. Je fais mon addition. Et je dis 2, 2, 2 et 3. Maintenant, il faut soustraire. Il faut poser l'opération 3. Alors, 3, 2, 2,
2, moins 3, 1, 4. Alors attention, on est en bas 5. 4 au T de 2, c'est pas possible. Je rajoute un paquet de 5. Donc je dis 4 au T de 7. Il reste 3. 4 au T de 7, il reste 3. Je retiens 1. Je dis 2 au T de 2, il reste 0. 3 au T de 2, c'est pas possible. Je rajoute un paquet de 5. Donc je dis 3 au T de 7. Il reste 4. Et je retiens 1 et je dis 1 au T de 3, il reste 2. Donc la bonne réponse est 2, 4, 0, 3, bas 5. La bonne réponse est donc la réponse D. Bonne réponse est donc la réponse D. Très bien, donc cette fois-ci, on me demande de passer, de transformer, donc d'écrire ce nombre-là qui est écrit en base 2, l'écrire en base 16. Donc là, on me demande d'éviter de passer par la base 10. Et à ce propos, j'ai fait une vidéo qui vous explique comment effectivement on peut éviter ça. Donc en réalité, on va regrouper, on va prendre ce nombre-là. Donc on va prendre ce nombre-là et on va le décomposer. On va prendre, puisque 16 s'écrit comme ceci. Donc, dans le système à base de 16, vous avez, ça va de 0, n'est-ce pas? Ça va de 0 à 15. Et pour 0, ça s'écrit comme ça, 0, 0, 0, 0. Et pour 15, ça s'écrit en base, en base 2, ça s'écrit comme ceci. Voilà. Et après, bien sûr, pour 14, quand je dis 15, c'est tout simplement F. Après, si j'ai 14, ça va être E. Et donc là, ça va être tout simplement 14, c'est 1, 1. Ok. Donc là, ça fait bien, vous voyez, ça fait bien 8, 8 et 2, 8 et 4, 12, 12, 12 et 1, 13. Ah, pardon, je veux 14. Je voulais pas 13, donc 12 et 2 et 2, 14. Donc ici, je mets un 1 et là, je mets un 0, etc. Et bien sûr, pour D, c'est 13. Et 13, qu'est-ce que c'est? C'est 1, 1, 0, 1. 13, vous voyez, 8, 8 et 4, 12 et un 13. Voilà. Ensuite, vous avez C qui est 12. Et là, ça fait tout simplement 12, c'est 8 plus 4. Ensuite, vous avez B qui est 11, etc. Vous avez compris. Donc 11, c'est quoi? C'est 8. 8 plus 3. Voilà. Et ensuite, vous avez A qui est égal à 10. Donc ça fait 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1. OK. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait? On va donc partir de la droite et on va prendre des blocs de 4. Et on va partir de la droite et on va prendre un bloc de 4. On va partir d'ici et on va prendre ce bloc de 4. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai mon premier bloc, j'ai mon deuxième, ensuite j'ai mon troisième, et enfin j'ai mon quatrième. Alors, ici, je commence par calculer là, hein, le nombre le plus à droite. Donc là, vous voyez, vous avez 8, 8, 8 et 4, 12, 12 et 1, 13. Vous voyez que 13, c'est tout simplement la lettre D. Donc là, j'ai la lettre D. Ici, vous avez 8, 8 et 1, 8 et 1, 9. A priori,
8 et un 9. Est-ce que j'ai bien recopié? Non, non, j'ai bien recopié, j'ai simplement mal lu. Donc ici, vous avez, c'est pas 8, mais c'est plutôt 4. 4 et un 5. D'accord? Donc ici, 0, 0. Donc là, ça fait tout simplement 2. 2 et un 3. Et enfin, ici, il y a 1. Donc le nombre que je lis, c'est 1, 3, 5, D, base 16. Donc, par conséquent, la bonne réponse est tout simplement la réponse B. Voilà. Alors cette fois-ci, on me demande de passer, de convertir donc 5, 1, 7, 0, 3, base 8 et de le convertir en base 2. Ben, c'est le même schéma que précédemment, mais cette fois-ci, bien sûr, fait à l'envers. Donc pour la base 8, il faut savoir ceci, hein. Donc vous avez un nombre en base 8 qui s'écrit, par exemple, je dis pas, je sais pas, 2, et en base 2, il va s'écrire 1, 0. Le nombre 7 en base 8 va s'écrire 1, 1, là pardon, euh, voilà, 0, 1, 2. Et le nombre 7 en base 2 va s'écrire 1, 1, 1, vous voyez, 4, 4 et 2, 6, et un 7. 6 base 8 va s'écrire comment en base 2? Il va s'écrire 4, 2, 0. Voilà. Alors on y va. Donc on va faire exactement comme tout à l'heure. Donc là je vais prendre 5, 1, 7, 0, 3, base 8. Et je vais prendre, donc je vais commencer par 3. Alors je vais convertir 3. Et ça me fera tout simplement 3 base 8 est égal à combien? Base 2. 3 c'est quoi? C'est 2 et 1. Donc ça fait 0, n'est-ce pas? 1, 1. Donc là ça fait bien, ça fait 3, puisque 2 plus 1. Ensuite, le 0, il n'y a pas de problème. Le 0, je le convertis à l'aide de 3 0. Le 7. Le 7, je l'ai écrit un peu plus haut. Le 7, c'est 1, 1, 1. Le 1, c'est quoi? Le 1, c'est 0, 0, 1. Remarquerez que je prends à chaque fois 3 chiffres. Ensuite, le 5. Le 5, c'est quoi? C'est 4 plus 1. Donc 4 plus 1, ça fait donc, c'est donc ici 4. Et 4 plus 1. Voilà pour 5. Par conséquent, le nombre, je le lis, je l'écris comme ceci. Le nombre, je l'écris comme ceci. Donc je pars ici, donc je pose là, ça c'est pour le 3. Ça c'est pour le 0. Ensuite, ça c'est pour le 7. Ensuite, ça c'est pour le 1. Et enfin, ça c'est pour le 5. Et donc le nombre proposé s'écrit, le nombre proposé en base 8 s'écrit ainsi en base 2. Il suffit de comparer a priori. Je me suis arrangé pour qu'effectivement la réponse soit vraie. L'objectif c'est que vous parveniez à le faire directement. Voilà. C'est vraiment dommage, cette question numéro 11, j'ai peut-être mal posée. J'aurais pu effectivement ôter le 5, parce que le nombre,
forcément, le fait d'écrire ça, est-ce que le nombre ABC base 10 est divisible par 5? La réponse est forcément non en général, parce que pour que ça soit le cas, il faut que le chiffre terminal, il faut que C soit égal soit à 0, soit à 5. Donc si on doit se fier à ce qui est écrit ici, je répondrai donc que la réponse est fausse. Maintenant, pour que l'exercice soit intéressant, puisque là je suis en train de corriger, c'est plutôt, admettons que on est, on est, on est posé la question ainsi, c'est-à-dire qu'à la limite, cette fois-ci, le 5 n'apparaît pas. Autrement dit, est-ce que le nombre ABC est divisible par 11 et divisible par 13? Alors voilà comment on va faire. On va écrire ceci, on va écrire A, B, C, A, B, C est tout simplement égal à, ça c'est les milliers. Donc on va écrire le nombre ABC fois 1000. D'accord? Donc fois 1000 plus ABC. Alors, si pour ceux qui ne comprennent pas, admettons qu'on ait ce nombre-là, 727 700, j'ai changé, 727 723 723 000, d'accord, 723. Vous êtes d'accord que 723 723, c'est bien égal à 723 fois 1000, donc il y a 723 milliers, plus 723. Voilà. Oui, donc ça, c'est le fameux ABC par. OK? Là, je peux mettre 723 en facteur. Et donc, ça vous donne tout simplement 723 que multiplie 1000 plus 1. Ou alors, vous dites 723 000 plus 723, ça fait 723 fois 1001. Donc ici, c'est pareil. Ça fait donc ABC, facteur de 1000 plus 1. Et donc ça me donne tout simplement 1000, 1001 ABC. Donc là, on voit très bien que ce nombre-là est égal est divisible par 11. Donc pour s'en rendre compte, il n'y a qu'à bon, sans utiliser les critères de divisibilité. Donc si vous faites 1001, donc vous faites 1001 divisé par 11 et vous obtenez donc 91. Donc alors 1001 est tout simplement égal. Alors on écrit 11 que multiplie. Alors 91, j'essaie de tester avec 13. Alors 91 est tout simplement égal à 7 fois 13 fois ABC. Et donc là, vous avez compris, ce nombre-là est nécessairement divisible par 11 et divisible par 13. Donc si je supprime le 5 de ma liste, la réponse est vraie. Si je rajoute le 5, la réponse est vraie à condition que C soit égal à 0 ou 5. Mais si la question est posée comme ça, la réponse est fausse. Voilà pour ce petit contretemps, désolé. Très bien, donc question 12, soit ABCD un carré, soit ABE un triangle donc équilatéral tel que E soit à l'intérieur du carré, et bien sûr soit CBF un triangle équilatéral tel que F soit à l'extérieur du carré. Alors ici j'ai tracé, donc vous voyez j'ai tracé mon carré ABCD, d'accord? J'ai tracé un cercle de centre A et de rayon AB. Et ensuite, j'ai tracé un cercle de centre B
et de rayons, toujours de même rayon, donc BA. Et bien sûr, ça c'est le point E. Donc nous avons bien le triangle ABE qui est un triangle équilatéral. Donc de la même façon, j'ai tracé le triangle BF, CBF ou BFC. Alors, ici, bon, vous voyez très bien que les points D, E et F sont bien entendu alignés. Hein. Donc, les points D, E et F ne sont pas alignés. Bien sûr, cette réponse, elle est fausse, puisque les points D, E et F sont alignés. Alors, comment le montrer? Lorsque vous avez à montrer l'alignement de 3 points, soit vous passez, vous dites, j'ai deux droites parallèles, mais qui passent par le même point, donc elles sont confondues, par conséquent, les points sont alignés. Soit, bien sûr, vous savez très bien, lorsque vous avez des angles adjacents, et lorsque la somme de deux angles, effectivement, ici, adjacents, la mesure de cet angle, plus la mesure de cet angle, bien sûr, fait exactement un angle plat, c'est-à-dire 180 degrés. Et donc là, vous dites bien sûr que si vous prenez l'angle AO, ici le point, je sais pas moi, le point E, et là vous prenez le point B, et là vous dites comme AOE plus EOB égale 180 degrés, alors les points A, O, B sont alignés. C'est ce qu'on va essayer de montrer ici. Alors j'espère que vous allez voir ce qui se passe. Donc je vais essayer de démontrer que cet angle-là, plus celui-ci, égale à combien? 180 degrés. Bon, celui-ci c'est très facile, il fait 60 degrés, puisque le triangle est équilatéral. Donc là, il n'y a pas de problème. Si celui-ci fait 60 degrés, vous avez compris comme l'angle A est droit, ici j'ai 30 degrés. D'accord? J'ai 30 degrés puisque là j'ai 60. C'est un triangle équilatéral. Et comme AD égale AE, puisque AD c'est le côté du carré et AE est bien sûr égal à AB, alors le triangle ADE est un triangle isocèle de sommet A. Donc là, si j'ai 30 degrés, là et là, j'aurai la même mesure. Là et là, j'aurai la même mesure. Autrement dit, j'aurai 180 moins 30, ça fait 150, ce qui me fait ici 75 degrés. Donc la mesure DEA égale 75 degrés. Je vois que AEB, on a vu que AEB égale 60 degrés, puisque le triangle AEB est isocèle, équilatéral. 60 degrés. Il nous reste maintenant plus qu'à évaluer l'angle BEF. Donc on va donc mesurer ou déterminer la mesure de l'angle BEF. Alors regardez bien. Ici, vous êtes d'accord que le triangle BFC est un triangle équilatéral. Donc là, j'ai 60 degrés. Très bien. Vous remarquez que, effectivement, ce triangle-là, ce triangle ici, alors, je ne dis pas de bêtises. Donc ici, on a dit l'angle qui est ici 60 degrés. Ce qui veut dire que celui-ci fait 30 degrés. Est-ce que vous voyez que l'angle EBF, qui est égal à 30 plus 60, est un angle droit? Si je considère le triangle EBF, il est isocèle. Le triangle EBF est isocèle. Le triangle EBF est isocèle.
de sommet B. Mais comme il est isocèle de sommet B, il est normal que cet angle, c'est un triangle isocèle rectangle. Triangle isocèle rectangle. Il est normal que cet angle aient la même mesure. Là, j'ai 90 degrés. Donc là, ça me laisse combien? 45 degrés. Et forcément ici, 45 degrés. Donc je viens de montrer cette fois-ci que l'angle BEF égale 45 degrés. La mesure de BEF est de 45 degrés. Et je peux conclure en écrivant comme les angles DEA, AEB, BEF sont bien sûr des angles adjacents. Ils ont pour sommet E. Comme DEF, pardon, DEA plus AEB plus BEC, pardon, BEF plus BEF égale, donc on fait le calcul, 75 plus 60 plus 45, donc 135, 140, 180. On en déduit que les points, comme l'angle DE qui est égal à l'angle DEF, comme l'angle DEF est un angle plat, alors les points D, E et F sont alignés. Donc les points D, E, F ne sont pas alignés, et bien entendu une proposition fausse, puisqu'ils le sont. Donc objectif, déterminer la mesure de BEF. Alors pour ça, donc là on sait que le triangle BFC est un triangle équilatéral, donc ici 60 degrés. On a établi précédemment que cet angle-là, effectivement, était égal à 60 degrés. Pourquoi? Parce que le triangle ABE est équilatéral aussi. L'angle B est droit, ce qui veut dire que cette mesure-là, c'est tout simplement 30 degrés. Donc vous avez compris que l'angle EBF est un angle droit, puisqu'il est égal, il mesure 30 plus 60, soit 90 degrés. De plus, donc le triangle EBF est un triangle rectangle en B. De plus, on voit bien que BF est égal à BE. Autrement dit, le triangle EBF est un triangle rectangle isocèle. Vous savez qu'un triangle rectangle isocèle a forcément deux angles à la base, tous les deux égaux à 45 degrés. Donc ici, nous avons 45 degrés pour la mesure, pour, bien sûr, l'angle BEF. On a établi précédemment que DEA, rappelez-vous, DEA est égal à 75 degrés. On sait que AEB est égal à 60 degrés. À 60 degrés. Par conséquent, l'angle DEF, vous voyez bien que l'angle DEF est égal à la somme des trois angles DEA plus AEB plus BEF. Et en remplaçant chacun de ces angles-là par leurs mesures respectives, on a bien 75 plus 60, 135 plus 45, ce qui me donne bien un angle plat, c'est-à-dire 180 degrés. Comme l'angle DEF est un angle plat,
Conclusion, les points D, virgule, E et F sont bien sûr alignés. Donc cette affirmation qui consiste à dire que les points D, E, F ne sont pas alignés est une affirmation fausse. La bonne réponse, c'est bien sûr faux. Très bien, donc soit ABCD un quadrilatère, soit I le milieu de AB, J le milieu de BC, K le milieu de CD, L, etc. Donc j'ai représenté la figure. Le quadrilatère IJKL est un parallélogramme, bien sûr la réponse est bien entendu vrai. Alors comment le montrer? Est-ce que vous êtes d'accord? On va utiliser donc le théorème de la droite des milieux. Donc ici, vous êtes d'accord que I est le milieu de AB, J est le milieu de BC. Par conséquent, dans le triangle BAC, la droite IJ est parallèle à AC. De la même façon, si je considère le triangle ADC, nous avons K milieu de DC, L milieu de DA. Par conséquent, la droite LK est bien entendu parallèle à la droite AC. On sait que lorsque deux droites sont parallèles à elles-mêmes, troisième, alors elles sont parallèles, donc j'ai quoi? J'ai IJ parallèle à LK. De la même façon, on démontre que donc ici je vais tracer la droite BD, et donc là j'ai quoi? J'ai J milieu de BC, K milieu de CD, donc la droite JK est parallèle à la droite BD, idem, I milieu de AB, L milieu de AD, donc la droite IL est parallèle à BD. Donc IL qui est parallèle à BD et JK qui est parallèle aussi à BD, forcément on en déduit que IL est parallèle à JK parce que lorsque deux droites sont parallèles à elles-mêmes, troisième, elles sont parallèles entre elles. Par conséquent, le quadrilatère IJKL a des côtés opposés, a des côtés tout simplement parallèles 2 à 2. Et donc c'est donc un parallélogramme. La réponse est vraie. La réponse est donc vraie. Voilà pour la question 13. Très bien, donc question 14. Pardon. Le plus petit entier positif à partir duquel en comptant de 29 en 29, on peut atteindre 2013. Alors est-ce que c'est 41, 60, etc. Donc vous avez compris le principe, on veut aller par saut de 29. Donc vous voyez, 29, 29, 29, et bien sûr ici, on veut démarrer, on veut aboutir à 2013. Donc là, vous avez compris, si je me place là, je me place là, j'ai forcément des multiples de 29. Et quelque part avant, il existe une situation où je me retrouve quelque part ici, et donc là, c'est bien sûr 29, etc. Donc vous avez compris le principe. Il suffit de poser la division euclidienne de 2013 par 29. Donc la division euclidienne de 2013 par 29 nous donne 2013 égale 69 que multiplie 29 plus 12. Et donc vous avez compris, le plus petit entier à partir duquel, en comptant de 29, on peut atteindre 2013 est tout simplement 12. Donc la bonne réponse est la C. Pourquoi on vous dit le plus petit entier? Parce qu'on aurait pu avoir, bien sûr, le suivant, ça serait 12 plus 29, 12 plus 29, ça fait 41, etc. D'accord? C'est pour ça que la bonne réponse, c'est pas celle-ci, mais plutôt celle-ci, puisque c'est le plus petit entier. Question numéro 15. L'objet de cet exercice est d'étudier l'ensemble f des couples xy de réels tels que x et y sont les mesures des longueurs de deux côtés d'un triangle rectangle dont le périmètre est égal à 1. Parmi les couples suivants, lesquels appartiennent à f, donc là j'ai proposé 3 réponses. Et bien sûr, en réalité, le quiz vous autorise à choisir une réponse, mais il y avait 2 réponses bonnes. Donc, autrement dit, il y a la réponse B et la réponse C, qui sont des réponses qui répondent à la question.
Alors voilà comment ça se passe. Donc si j'ai un triangle rectangle, si j'ai un triangle rectangle, il peut avoir cette allure là, vous voyez. Donc là c'est, voilà. Donc si ce côté s'appelle, a pour longueur x, donc si la mesure de cette longueur c'est x, celle-ci y, donc là c'est l'hypoténuse, c'est la racine carrée bien sûr du carré de x carré plus y carré. Voilà, puisque le triangle est rectangle ici, donc l'hypoténuse est là. Alors donc, on me dit que le périmètre doit être égal à 1. Donc, parmi ces couples, il faut tester x plus y plus racine carrée de x carré plus y carré. Il faut calculer ça et vérifier lequel de ces couples-là me renvoie la valeur 1. Bon, je vous laisse faire ça et ça ne marchera pas. Je vais simplement tester pour cette valeur-là et vous ferez la même chose pour les autres si vous le souhaitez. Donc ici, en supposant que j'ai une seule bonne réponse, j'aurai donc ici un tiers plus un quart. Alors attention, plus racine carrée. Donc un tiers au carré, ça fait un neuvième, plus un seizième. Donc 16 et 9 sont des nombres premiers entre eux, donc leur dénominateur commun, leur plus petit commun multiple, c'est 9 fois 16, c'est-à-dire 144. Donc ça me fait un tiers, plus un quart, plus. Donc ici, ça fait 16, plus 9. Le tout sur 144. Vous avez compris que 16 plus 9, ça fait 25. 144, ça est un carré parfait aussi. Donc nous avons un tiers. Donc autant réduire au même dénominateur tout de suite. Ça fait 4 douzièmes. Plus 3 douzièmes. Plus racine carrée de 25 sur 144. 25 est un carré parfait, 144 aussi. Par conséquent, la racine carrée de 25 sur 144, c'est tout simplement 5 sur 12. Donc ça me fait 4 et 3, 7 sur 12, plus 5 sur 12. Ce qui me donne 12 sur 12, soit 1. Donc ce couple-là, effectivement, vérifie cette propriété. Donc c'est la réponse B est la bonne réponse. Je vous laisse faire tester la réponse C, qui est aussi une bonne réponse. Très bien, donc question numéro 16. On suppose que la Terre vérifie les propriétés suivantes. Elle tourne autour d'un axe nord-sud en 24 heures. Son rayon est de 6400 km, elle est parfaitement sphérique. Le nème parallèle est l'ensemble des points M tels que l'angle EOM est égal à n degrés. La vitesse de rotation maximale en km/h d'un point situé à la surface de la Terre, etc., etc. Donc vitesse de rotation maximale. Il est normal que la Terre, elle décrit un tour en 24 heures. Vous avez compris que, en toute logique, un point situé ici ira moins vite qu'un point situé ici. Tout simplement parce que il va décrire pendant la même durée, d'accord? Il va décrire pendant la même durée, il va décrire un tour. Mais bien sûr, en parcourant une distance inférieure. En parcourant, bien sûr, une distance inférieure. Et vous avez compris, la distance maximale, donc, parcourue, et bien sûr, la position du point M est ici. Donc, la vitesse de rotation maximale, ça sera effectivement ce point-là, situé en E, qui va effectivement la décrire. Alors, comment fait-on pour calculer la distance parcourue? Bien sûr, nous avons un rayon égal à 6400. Donc, nous avons bien sûr le périmètre ou la circonférence est égal à 2 fois
à 2 fois 6400 que multiplie pi. Et donc là, en kilomètres, ça fait quoi exactement? Ça fait 40 212,39. Alors 40 212, j'ai arrondi, 39 km. Parcouru donc par ce point ou ce mobile P. 39. Et ça en 24 heures. Donc on peut calculer la vitesse de rotation. V est tout simplement égal à la distance parcourue, 40 212,39 divisé par 24 pour trouver une vitesse en kilomètres heure égale à 1675,52. Donc a priori la bonne réponse est la réponse C. Alors autre situation, donc même condition, cette fois-ci on me dit que les parallèles on me demande les parallèles dans les points tournent à la vitesse du son, soit 330 mètres secondes, sont, donc nous avons une des réponses. Alors on va prendre d'abord, on va évaluer cette vitesse en kilomètres par heure. Donc si elle est de 330 mètres par seconde, elle sera de 0,33 km par seconde. Donc 0,33 km par seconde et donc multiplié par 3600 pour avoir la vitesse en kilomètres heure. Et donc la vitesse en kilomètres heure de ce point est égale à 1000, alors j'ai calculé 1188. Donc la vitesse de rotation est de 1188 km heure. Qui est bien sûr. Ok. Et là, on me dit maintenant, alors donc voilà, en réalité ce qui se passe, c'est que, alors, j'ai ma vitesse. Je sais que le point M va tourner, donc il va faire un tour en 24 heures. Donc la distance qu'il aura parcourue, c'est la vitesse que multiplie la durée, c'est-à-dire 1188 multiplié par 24. Donc la distance parcourue est de 28 512 km. 28 512 km. Donc ça, c'est la circonférence. Circonférence, donc, du cercle. Hein, circonférence de ce cercle-là. Donc là, je garde le point M. Voilà, donc on va arrêter à peu près. Voilà. Voilà. Circonférence de ce cercle. Alors, on va trouver le rayon. Pour trouver le rayon du cercle, très simple, il suffit de diviser la circonférence par 2π. Donc le rayon du petit cercle là en M, donc le rayon petit r, est tout simplement égal, ou grand R, à 28 512 divisé par 2π. Donc là, je vais prendre une valeur approchée, et je crois que j'ai trouvé 4537,83. 4537,83. Donc rappelez-vous tout à l'heure, c'est exactement la même situation. Ici, c'est le petit r que je viens de calculer, qui est égal à, et donc c'est le petit r que je viens de calculer, qui est égal à 4537,83. Donc si ce point-là, comme je l'appelais tout à l'heure H, ben, je vais continuer à l'appeler H. Ce point-là, c'est H. Donc là, c'est l'angle N. Là, forcément, vous avez compris que c'est le complémentaire. C'est 90 moins N, celui-là. OK? Et donc, je vais passer par le sinus de cet angle-là. Vous avez compris que le sinus, c'est HM sur OM. HM, c'est petit r. Grand R. OM, c'est 6400. Donc, tout le monde a compris que l'angle que je cherche, l'angle en bleu, c'est arc sinus ou sinus moins 1. Arc sinus ou sinus moins 1
de quoi? Du rapport, le rayon 4537,83 sur le rayon de la Terre 6400. À la calculatrice, vous avez soit sinus moins 1, soit arc sinus. C'est pareil. Arc sinus. Ensuite, vous tapez ce rapport. Et ça vous renvoie, bien sûr, faites attention à la calculatrice. Assurez-vous qu'elle est en degrés. Hein. Et donc là, je pense que ça va vous donner 45,16 degrés. Attention, j'ai calculé cet angle ici. Mais on me demande de déterminer quoi? De déterminer, bien sûr j'ai pris la mauvaise, on me demande de déterminer pardon, le parallèle. Donc je fais tout simplement 90 moins 45,16, ce qui me donne 44,84. Donc la bonne réponse est la réponse B. La bonne réponse est la réponse B. Voilà. Alors question 19. Pardon. Donc la vexillologie, donc est un terme qui désigne une étude des drapeaux, etc. Donc ça c'est le drapeau du Togo. Alors il a été construit comme ça, donc on construit un carré ABCD, d'accord? On construit un carré ABCD, et donc à partir de ce carré-là, on construit un ABCD de longueur 4, et on place le point M milieu de AB. Donc admettons que le carré soit là à peu près. Alors je vais essayer de reprendre, une couleur noire, donc AD à peu près ici. Donc quelque part AB, CD, comme ça, à peu près. Grossièrement. Donc ça c'est mon carré de départ. Ensuite on prend, bon, je vais tricher un peu. Le carré de départ serait pas là. Alors, je vais le placer à peu près ici. Voilà, à peu près. Voilà, mon carré de départ. Donc là, a priori, c'est le point, donc ici B, A, B, C, D. Et donc, on vous dit de prendre le point M milieu de AB. Et puis, donc AB, C, C, D. Donc, on vous dit de prendre le point M milieu de AB. Et puis, tracer, donc on prend notre compas et on trace donc un arc de cercle tel que MC égale ME. Donc, en réalité, MC qui est là. Voilà. Et tout simplement égal à ME qui est ici. Voilà. MC égale ME. Et ensuite, vous prolongez, vous avez votre rectangle, etc. Alors, on vous dit la longueur de ce rectangle, attention, c'est la longueur du rectangle, ça c'est la largeur qui fait 4. Et donc, on me demande de déterminer la longueur de la mesure de AE. Alors, est-ce que vous êtes d'accord que ici, en noir, j'ai un triangle rectangle. Donc ici, j'ai 2. Ici, j'ai 4. Et donc, je vais pouvoir appliquer Pythagore pour calculer donc la longueur de MC. Et soit donc ME, c'est pareil. Donc nous avons donc MC carré égale 2 au carré plus 4 au carré. 2 au carré, ça me fait 4 plus 16, ça fait 20. Donc MC carré égale 20. Mais 20 c'est quoi? C'est 4 fois 5. Par conséquent, MC est tout simplement égal à 2 racines carrées de 5, puisque je prends la racine carrée de 4, qui fait 2, et racine de 5, bien sûr,
racine de 5 est un irrationnel. Donc on laisse MC égale racine carrée de 2. Donc on a compris que la longueur AE est égale à, donc MC égale bien entendu ME, puisque le triangle, puisqu'on a placé le point E, on a construit le point E à partir de MC égale ME. Donc AE est tout simplement égal à AM, c'est-à-dire A2, plus ME, c'est-à-dire à 2 racines carrées de 5. Je mets 2 en facteur, ce qui fait 2 facteurs de 1 plus racine carrée de 5. Donc la bonne réponse est la réponse D. Question numéro 20. Donc le reste de la division euclidienne de 8 par 8, donc du carré de tout nombre impair est 1. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Alors, on va prendre donc un nombre impair, c'est un nombre n de la forme 2n ou 2k plus 1. On va écrire 2n plus 1. N étant un entier. Le carré de n, c'est tout simplement 2n plus 1, le tout au carré. Je développe. J'ai donc n au carré égale a carré 4n2 plus le double produit, donc 2n fois 2 fois 1, ça fait 4n plus 1. Là, je peux mettre 4n en facteur, ce qui me donne 4n facteur de n plus 1 plus 1. Alors, est-ce que cette affirmation est vraie ou fausse? Regardons bien. Ici, n est un entier. Alors, n est un entier. N peut être et soit pair ou impair. Donc, si n est pair, c'est-à-dire que n est de la forme 2k. N est de la forme 2k. Donc, n au carré s'écrit comment? S'écrit 4 fois 2k facteur de 2k plus 1. Le tout, bien sûr, plus 1. Vous voyez bien que ça fait donc 8k facteur de 2k plus 1 plus 1. Donc ça, c'est bien de la forme, 8. Ça, c'est mon quotient. Donc c'est bien de la forme n au carré et bien de la forme 8q plus 1. Donc le reste de la division euclidienne du carré d'un nombre pair, du carré d'un nombre impair, si n bien sûr est pair, donc ici, ben ce nombre-là est bien, admet bien pour reste 1. D'accord. Deuxième cas, donc là j'ai posé n pair. Si je fais n impair, vous avez compris, si n est impair, il n'y aura pas beaucoup de changements. On va retrouver exactement la même chose. Donc si n est impair, ça veut dire que n, petit n, est de la forme 2k plus 1. D'accord? Donc si n est impair, c'est-à-dire petit n égale à 2k plus 1. Alors dans ce cas-là, je remplace, donc j'ai donc n au carré, donc le carré de mon nombre impair. Ce carré-là s'écrit 4 que multiplie 2k plus 1, donc jusque-là il n'y a pas de souci. Et bien sûr, ici, j'ai 2k plus 1 plus 1. Et bien sûr, plus 1.
Donc là, ça me fait 2k plus 2. Je peux mettre 2 en facteur. Et en mettant 2 en facteur, ça me fait ici 8. Oui, 8 facteur de 2k plus 1. Facteur. Donc, j'ai mis 2 en facteur, donc il me reste ici k plus 1 plus 1. Donc, si j'appelle ça, ce produit-là, je l'appelle Q, j'ai bien de nouveau la forme n au carré égale 8Q plus 1. Donc, ça veut dire que le reste de la division par 8, l'euclidienne par 8, de ce nombre-là, est tout simplement égal à 1. Donc, l'affirmation ici, le reste de la division euclidienne par 8 du carré de tout nombre impair est bien entendu vrai. Pour le vérifier, si vous prenez n'importe quel nombre impair, vous prenez par exemple 13, vous l'élevez au carré, ça fait 169, et vous avez compris que 169 est tout simplement égal, alors 169 divisé par 160 divisé par 8, ça fait 20, donc ça fait 21. 21 fois 8, plus 1. Prenons un exemple le plus simple, 9, c'est 1 fois 8. Enfin, pas 9. Oui, 1 fois 8 plus 1, pourquoi? Parce que 9, c'est 3 au carré. Et on peut prendre 81 et tout ce que vous voulez. Voilà. Donc ceci complète le corrigé donc du quiz. J'ai simplement remarqué tristement que tout le monde ne l'a pas tenté. Je ne parle pas de ce quiz-là, mais des 4 quiz précédents. C'est un peu dommage. Ce que je vais faire, je vais peut-être réinitialiser le processus afin que vous puissiez éventuellement répéter vos essais. Voilà. Merci et puis à très bientôt. Très bien, même question que précédemment. Cette fois-ci, on a une autre consigne. On me demande la vitesse de rotation km/h de la ville de Paris située sur le 48e parallèle. Bon, admettons que la ville de Paris soit le point M. Donc en réalité, ici, l'angle N en degrés, ici nous avons bien sûr 48 degrés. D'accord? Et le rayon, bien sûr, rappelez-vous ici nous avons un cercle, mais bien sûr qui sera de rayon inférieur. Ça c'est le rayon maximal qui est de 6400. Donc l'objectif c'est de déterminer donc le rayon de ce cercle-là, situé dans ce qu'on appelle cette calotte sphérique. Voilà. Donc là vous avez compris, pour déterminer donc ce rayon, ici j'ai un angle de 48, donc là forcément j'ai un angle de combien? De 42 degrés. Donc vous avez compris que le rayon de ce cercle-là, ce point-là, je l'appelle H. Voyez? Donc HM. Voyez? Donc ici j'ai l'hypoténuse OM, c'est tout simplement le rayon de la Terre, 6400. Donc je vais passer par le sinus de l'angle. Et donc je vais écrire, est-ce que vous êtes d'accord que HM, ou plutôt le sinus de 42, si vous préférez, sinus de 42, sinus d'un angle, est tout simplement égal au côté opposé HM sur l'hypoténuse OM. Et donc HM, c'est le rayon que l'on cherche. HM, c'est le rayon du cercle ici, voyez, là, et donc qui est égal à OM sinus 42, OM 6400 que multiplie sinus 42 degrés. Alors j'ai calculé le rayon et ça fait un rayon de 4000. Donc le rayon du petit cercle de centre H et de rayon M. Donc ce rayon-là, petit r, est tout simplement égal à 4282,44 si j'arrondis. Et donc le
la distance parcourue par, par une personne donc située en M, donc à Paris, cette distance-là, elle sera égale à 2pi, 2 fois pi, fois r. Et donc, en arrondissant, on obtient, alors, j'obtiens en calculatrice, donc là j'ai quoi? 2600, alors, 2000, pardon, 26 000, zut, ça s'est éteint, batterie, ah, sympa. Bon, je refais le calcul, alors, 2 pi, pi que multiplie 4282,44. Et ça fait donc 26 907,36. Et la vitesse de rotation est tout simplement égale, la vitesse, c'est la distance parcourue, 26 907,36, divisé par 24, puisque elle met 24 heures pour faire un tour. Donc divisé par 24, et ça me fait 1121,14 km/h. Donc la bonne réponse, a priori, c'est la réponse D.